Bonjour et bienvenue sur le Café des libraires. Si vous venez de nous rejoindre, voilà, j'espère que vous allez bien. Nous avons encore quelques plateaux cet après-midi, puisque ce Café des libraires se terminera à 19 h. Et donc, sur ce nouveau plateau, le libraire que j'accueille, la libraire que j'accueille avec grand plaisir et pour la première fois, oui. Voilà, c'est Julie Jacquier qui vient de la librairie des Batignolles, qui se trouve dans le 17e. À Paris, dans le 17e, oui. Voilà, et qui a lu avec beaucoup d'attention et beaucoup de passion les livres des auteurs présents sur ce plateau, et on va en parler dans un instant. Alors, je vous présente rapidement les auteurs qui sont ici, avant qu'on rentre un peu plus dans leur itinéraire et dans leurs livres. À côté de moi, Grecia Cáceres, qui va nous parler de La fin d'après-midi, paru aux éditions L'Éclose. À côté de Catherine Bézia, qui va assurer la traduction, Jennifer Egan, Qu'avons-nous fait de nos rêves est le titre de son livre, paru chez Stock. Et à côté de moi, traduit par Marie Förstner, Chad Arbach, pour son livre L'art du jeu, paru chez Lattès. Voilà, alors on va commencer par qui? On n'a même pas décidé, tiens. Peut-être tout simplement par Jennifer Egan, qui est au début de la ligne. Commençons par Jennifer Egan, qui est l'auteur de plusieurs romans, d'un recueil de nouvelles, dont la plupart sont parus dans de nombreuses revues. Vous avez remporté le prix Pulitzer et le National Book Critics Circle Award avec ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Vous vivez à Brooklyn. Qu'avons-nous fait de nos rêves est un livre qui a été traduit en français par Sylvie Schneider et que l'on va découvrir maintenant. Je l'ai dit, il est paru chez Stock. Alors, que raconte Qu'avons-nous fait de nos rêves? Est-ce qu'on peut en faire un petit condensé, Julie? En quelques mots, pour résumer, Qu'avons-nous fait de nos rêves? Ce n'est pas évident, car en fait, c'est une structure très éclatée. Donc, vous avez plusieurs lieux, plusieurs époques, et on suit l'évolution de plusieurs personnages, un groupe d'amis. Donc, de San Francisco à New York City, en passant par l'Afrique ou Naples, voilà. Il y a comme ça un roman qui fonctionne par bulles, je trouve. Des bulles, des moments qui sont d'ailleurs parfois évoqués dans un dialogue, par exemple, et expliqués et racontés 100 ou 200 pages plus loin. Donc c'est toute la magie de ce patchwork dans lequel on arrive à se retrouver, malgré tout, très très bien, avec une grande fluidité, et voilà. Pour moi, c'est la période de 70-80. On démarre en 70 et puis on avance et ça va jusque dans le futur en fait. En 2020 quelque chose, elle laisse un point d'interrogation à nous de choisir la date en fait de ce futur qui est à la fois proche mais inconnu quoi. Voilà, je pense que la force de ce roman, c'est justement cette structure permet de voir le long déroulé qu'est une vie et qu'en fait, toute la force qu'il faut avoir pour faire cette traversée. Et je pense, moi, que ce mot de traversée est un peu le mot-clé de ce roman. Alors, on peut poser la question. Well, I don't envy you the task of having to describe the book, because when I was working on it, I noticed that whenever friends would say, what are you working on? I would start to describe it, and they would immediately get a glazed look on their faces. And I realized this was going to be trouble the whole way through. So thank you for doing that for me. I think it is difficult to describe. So what I often end up saying is that it's really a book that's built around curiosity. You know, I started not even intending to write a book, and I was writing about a woman who has a problem stealing, and in the course of writing that, I was curious about a character who's mentioned briefly, who puts gold flakes in his coffee and sprays pesticide in his armpits. That's all we know. I followed him into another story, and then a peripheral character from that I followed into another,
and I just enjoyed the feeling of moving among these worlds. Je ne vous envie pas d'avoir comme tâche d'écrire ce roman, parce que quand je travaillais à son écriture, que les amis me demandaient « Alors, sur quoi tu travailles ?» J'essayais d'écrire et je voyais tout de suite que je les perdais complètement. Et je me disais « Bon, j'ai l'impression que ça va être un problème. » Donc je vous remercie d'avoir fait tout ce travail, c'est effectivement très bien. Moi j'aime bien dire que je suis partie d'un processus de curiosité, parce que je n'avais pas du tout l'intention au départ d'écrire un roman. Donc je suis partie de cette première histoire de la pickpocket, celle qui vole, et ça m'a amené au détour d'une phrase, à décrire un autre personnage qui met des paillettes d'or dans son café et qui se met des pesticides sur les aisselles. Et ce qui m'a amené encore à évoquer un autre personnage, et j'ai eu la curiosité de voir où ça me mènerait. Et comme ça, de personnage en personnage, j'ai traversé le livre. Et ça m'a beaucoup plu de travailler comme ça. Micro. Pardon, ça m'a beaucoup plu de travailler comme ça. Et oui, et c'est d'ailleurs tout à fait magique au moment de la lecture, justement parce que cet événement est décrit, mais beaucoup plus tard. Donc on a l'impression, enfin disons que ça rend les choses vivantes et presque... Qui pourrait être forcément, carrément le contraire. Quand on se retourne un petit peu, c'est... C'est quoi la force tu dis que ça rend les choses vivantes parce que c'est vu de loin, de plus loin? Non, parce que comme on en a déjà entendu parler et qu'on s'est dit que ça devait être un événement important dans la vie de ces personnages, ça rend à la fois le personnage crédible et en même temps, au moment de la description, on a eu cette espèce de petit teaser, et donc ça le rend doublement réel. C'est ce que vous avez voulu faire. Ça le rend doublement crédible. Well, one thing that I actually had wrong as I was working on the book was that I thought the chronology would go backwards. I thought it would just go straight back in time, even though other people had already done that and done it well. I still thought that would be the right way to do this. I had a terrible surprise when I read the book in that order for the first time and found that it was dreadful. It was really boring, and it seemed to lose strength instead of gain strength as I moved through it. And I thought, maybe this book is just terrible. Or maybe I'm somehow undercutting the dramatic possibilities or the surprises and payoffs for the reader with this backwards chronology. So I took it apart completely and began working on rearranging it to try to maximize those surprises that you were mentioning, of having heard something, wondered about it briefly, and then suddenly being plunged into the middle of it. Non, en fait, au départ, je me suis trompée. Moi, j'étais partie du principe que le livre devait se lire à l'envers, c'est-à-dire qu'on remonterait dans le temps, chapitre par chapitre. Et d'autres avaient déjà fait ça, mais moi, je m'étais dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Or, quand je l'ai relu, je me suis aperçue que c'était horrible. C'était à la fois plat et ennuyeux, et à chaque chapitre, on perdait encore en force. Alors, je me suis dit, ou ce livre est horrible, ou alors il faut que je le réorganise. Donc, je l'ai complètement réorganisé de façon justement à tirer parti de toutes ces surprises que vous avez évoquées. Le petit détail qu'on remarque, et après qu'on retrouve plus tard dans le roman, justement pour ménager des surprises au lecteur. I can just give one quick example, which is that the guy who sprays pesticide in his armpits and puts gold flakes in his coffee is a music producer. And in the second chapter, we read about him, and he briefly fantasizes about having been a punk rocker in San Francisco in the 1970s. Well, in my backwards chronology, we had to wait 8 chapters to actually see him as a punk rocker in San Francisco in the 1970s, at which point no one remembered that brief reminiscence. But when I reordered the chapters, we saw him in that way in the next chapter. So there's a more immediate payoff of curiosity.
Donc, je donne un exemple. Par exemple, le personnage qui met des paillettes d'or dans son café et qui se met des pesticides sous les aisselles, eh bien, lui, c'est un producteur de musique. Et dès le deuxième chapitre, on le voit en train de fantasmer sur le fait qu'il aurait pu être un rocker à San Francisco dans les années 70. Or, dans ma structure précédente, qui était purement chronologique, on avait cette allusion aux années 70 qu'à partir du 8e chapitre. À ce stade, mais tout le monde avait oublié cette allusion. Donc ça n'avait plus aucun impact dramatique. Donc la façon dont j'ai réorganisé les chapitres a permis justement d'avoir tout de suite un retour sur cet investissement de curiosité. Ben moi, je trouve ça drôlement intéressant d'apprendre comme ça les petits secrets d'écriture des auteurs et en fait, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et ben voilà, c'est valable aussi pour les écrivains dont certains pensent parfois que ça part comme une fulgurance. Ça coule d'une fois, non? I wish. J'aimerais bien, oui. Voilà, on va découvrir maintenant le livre de Grecia Cáceres, que je vais donc présenter. Vous êtes née, Grecia, à Lima, au Pérou. Vous avez fait vos études à l'école française de Lima, ce qui explique pourquoi vous parlez si bien français. Après avoir terminé ces études de littérature, vous allez venir en France faire un 3e cycle à Paris. Et vous vivez toujours à Paris ? Toujours. Vous publiez en 1992 un premier recueil de poèmes. Votre premier roman est écrit à Paris et publié à Lima. C'était La Espera Possible. Je prononce mal, hein, faites pas attention. Il sera publié par Balance sous le titre de L'attente, traduit par Marianne Millon, qui va aussi traduire votre 2e roman, Violetta. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de cette fin d'après-midi. C'est le titre qui est donné à votre livre, qui a été traduit par Jean-Marie Saint-Luc. Alors, paru aux éditions Les Closes. Pour l'instant, ça n'est pas apparu de manière très claire, je pense, mais il y avait un thème imposé à ce café littéraire. Ce ne sont pas vraiment des thèmes, hein. Ce sont des petites voilà, choses qui réunissent un peu une piste, oui. Voilà, absolument. Et donc, c'est la jeunesse. Et Dieu sait que fin d'après-midi, ce très beau roman de Grecia Cáceres décrit avec précision ce que peut être cet âge. L'âge à la fois d'ailleurs de l'adolescence puis de la jeunesse au sens plutôt de l'âge étudiant en fait, et d'ailleurs de ce passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge étudiant, et on s'arrête au seuil de l'âge adulte. Mais voilà, vous avez donc décidé de décrire vraiment de l'intérieur à travers les yeux d'une jeune fille à Lima. Donc cet âge. Alors, j'aime beaucoup en fait l'épigraphe de Virginia Woolf par lequel vous démarrez. Hein. Je me permets de le lire. Imaginez que le miroir se brise, que l'image s'efface, que disparaisse la silhouette romantique avec sa verte auréole de forêt profonde, que seule subsiste cette enveloppe externe de l'être à l'usage des autres. Aussitôt, le monde devient irrespirable, superficiel, nu, brutal, un monde à ne pas habiter. Donc c'est Virginia Woolf dans La marque sur le mur. Et en lisant cet épigraphe, je me suis dit, voilà, n'est-ce pas une définition de la jeunesse même ? Un passage où l'être se définit. C'est très très juste. Et c'est un passage qui se fait sans témoin, en fait. C'est très intérieur. Et moi, j'aime beaucoup Virginia Woolf, l'écriture de Virginia Woolf. Je pense qu'elle arrive à montrer ce qui est très difficile à voir, très invisible. Et moi, j'ai voulu faire ce roman, mais en partant de l'intérieur des personnages, ce qui est très difficile, je pense, cette espèce de brisure d'une première coquille à l'enfance, et après à l'enfance à l'adolescence, et de l'adolescence à l'âge adulte. Et toutes les forces qui font pression sur cette coquille, qui vont la faire exploser, et après tout le temps qu'on passe après, à l'âge mature, à essayer de reconstituer notre première enveloppe.
je pense, imprégné, où les images sont peut-être d'une plus grande pureté sur ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que je l'ai fait un peu à contre-cœur. J'avais du mal à parler de l'adolescence, de l'enfance. Je pense que c'est un thème universel qui a été beaucoup travaillé. Et je me disais, qu'est-ce que je peux apporter à ce qui a déjà été dit. Et bon, j'ai essayé surtout de raconter cela de la manière la plus proche possible. Et peut-être plus douloureuse. Vous y arrivez très bien. Ouais. Merci beaucoup. C'est un peu un livre aussi sur des ruptures aussi. Ça commence d'ailleurs par une sorte de rupture, puisque ça commence par un déménagement. Et vous expliquez très bien à quel point ça peut marquer. Il y a des différentes ruptures. Déjà, la naissance en soi, c'est aussi une rupture d'un premier univers dont on ne garde pas de souvenirs conscients. Et c'est un peu la métaphore aussi de ce déménagement, qui est de sortir d'une maison où on a passé la prime enfance, qui est la plus libre, qui est la plus poétique et la plus belle, je pense, et qui nous donne les premiers éléments les plus importants. Et aller dans un lieu inconnu, et qui est tout de suite perçu comme agressif et hostile, où il faut se réhabituer. Et moi, je l'ai vécu. Bon, moi, j'ai pas vécu ça quand je suis venue en France parce que c'était pas hostile. J'ai été très bien accueillie. Je le dis à chaque fois parce que j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est toujours changé. L'âge adulte, c'est ça. C'est rentrer dans une salle où il y a déjà des gens qui te dévisagent et il faut se recomposer et essayer d'être quelque chose. Peut-être qui est dans le regard des autres, parce que Virginia Woolf a beaucoup souffert de ce regard extérieur, je pense, parce qu'elle était quelqu'un de très sensible. Mais moi, tout le monde le vit, en fait, écrivain ou pas. Hein. Oui, et en même temps, n'est-ce pas hautement romanesque, ce moment, d'avoir un personnage, alors là, on pourrait presque poser la question aux trois écrivains, d'avoir comme ça, de choisir un personnage jeune, c'est un personnage qui est en train de s'écrire, qui est en train de se créer sous nos yeux, nous, de lecteurs, et donc c'est une porte ouverte au roman et à la fiction. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire après ? C'est vrai que moi, j'ai montré en même temps que c'est des jeunes qui sont très liés à la littérature, qui veulent être écrivains, qui veulent être poètes. Donc, ils ont déjà une sensibilité qui va vers une sorte de représentation du monde. Ils jouent des personnages, exactement, desquels après on a beaucoup de mal et on passe beaucoup de temps à s'en débarrasser, parce que ce qu'on veut être jeune, c'est pas forcément ce qu'on veut devenir après. Après, on se rend compte on s'est défini mal. Et donc, il y a cette construction de personnages qui est aussi métaphore, bien sûr, de l'écriture et de la fiction. Et moi, je pense que la fiction, ça a un grand pouvoir de libérateur des conditions de vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on lit des romans, en fait, pour s'évader un peu de notre propre personnage. Il y a aussi le problème, je crois, ça paraît tout. Vous voyez, le livre, il est tout petit comme ça, mais il y a plein de choses qui sont dites dedans. L'importance aussi de la pression sociale, de la pression politique, surtout là dans le contexte dans lequel vous placez vos personnages. Oui, le contexte politique, on en a parlé ce matin parce qu'on a fait une table ronde sur ce temps de guerre. Donc on a beaucoup parlé de ça et j'ai réfléchi depuis aussi. La métaphore qu'il y a entre l'adolescence et les pays en guerre, ces moments de déstructuration de la personne qui est un peu en parallèle avec la destruction dans le pays de l'ordre établi. Parce que c'est vrai que les jeunes, ils ont tendance à casser les règles, casser les lois, aller au-delà. Et c'est dans un pays qui est en guerre civile, où tout est un peu parti aussi tout cet ordre est un peu parti en morceaux. Ouais, mais c'est vrai que je trouve que dans Fin d'après-midi, justement, les événements politiques et sociaux sont assez lointains, en fait. On en a un écho, mais on est tellement auto-centré, peut-être, quand on est jeune, que finalement... Oui. C'est vrai, on a du mal parfois à comprendre que les jeunes puissent vivre leur jeunesse dans des cadres de guerre, de violence. Et on est un peu étonné, on se dit comment ils font, mais ils ont leur monde à eux, c'est vrai. Donc la guerre, c'est un arrière-plan
mais qui est présent dans les petites choses, en fait, dans les vies de tous les jours, dans les conditions de vie de tous les jours. Et c'est vrai, moi, tous mes livres, tous mes personnages sont toujours j'essaie de montrer ce qu'il y a de plus intime dans leur regard du monde, sur le monde. Un beau livre. Les clauses fin d'après-midi de Grecia Cáceres. Alors, on a une mauvaise nouvelle pour vous parce qu'ils sont tous vendus. Je crois qu'il en reste 3 ou 4. Donc, vous n'irez pas signer à côté Grecia, mais vous irez sur le stand de Salon del Libro pour signer les derniers livres qui leur restent. Alors, j'ai dit que le petit livre ici contenait beaucoup de choses, mais ce gros livre-là, il en contient beaucoup aussi. Je vois beaucoup de post-it roses qui dépassent de l'art du jeu. Moi, je me suis régalée là aussi. On se régale avec l'art du jeu, c'est vrai. Donc, c'est Chad Arbach qui a grandi dans le Wisconsin, qui est le berceau du baseball. Ai-je appris ? Enfin, je me suis renseignée, je ne sais pas si c'est vrai. Après des études à Harvard, il a cofondé une revue littéraire. Vous êtes toujours rédacteur en chef de cette revue littéraire qui s'appelle N+1. L'art du jeu, c'est votre premier roman. Il a figuré dans la liste des 10 meilleurs livres de 2011 du New York Times. Il a été traduit dans 18 pays. Il est en cours d'adaptation au cinéma. Et j'ai une amie qui revenait des États-Unis, qui est interprète ici, et qui disait il y a un Américain sur 2 qui est en train de lire ce livre. Alors j'espère pour lui que c'est vrai, parce que c'est vraiment une très bonne chose. L'art du jeu. Alors je ne sais pas, Julie, comment... Mais tu t'es aussi autant régalée que je me suis régalée, je pense. On s'est tous régalés à la librairie avec l'art du jeu, ouais, vraiment. Et on l'a lu quasi d'une traite, tellement l'action est prenante. Enfin voilà, dès les premières lignes que je pourrais vous lire, vous êtes plongé à la fois dans l'action et l'analyse de cette action, tout aussi immédiatement. Alors voilà, incroyable mais vrai, ce roman sur le baseball plaît aux femmes et comme aux hommes. Moi, j'y comprends toujours rien du tout au baseball. Ça n'a strictement aucune importance. C'est pas grave. C'est ça qui est incroyable. L'art du jeu, on suit donc un jeune prodige du baseball qui va être repéré par un étudiant un peu plus âgé et qui va l'emmener avec lui sur un campus américain, très comme il faut. Et là, on va découvrir une galerie de personnages, le directeur de cette université, sa fille, son camarade de chambre, enfin voilà. Et ces personnages sont tous à la croisée de leur chemin. Et oui, donc, ça ne s'arrête pas, il se passe sans cesse quelque chose. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'au fil de l'histoire, chacun des personnages va se révéler. On va lui demander si c'était peut-être ce qu'il voulait faire, je ne sais pas. Sure. Yeah. Well, I mean, certainly Henry, the young genius baseball player, is very much in a shell early in the book. He's a sort of savant of playing baseball, and it is the only thing he knows how to do. It's the only place in the world that he feels comfortable is on the baseball diamond. But he goes to this college. Socially, he's completely lost, and he's completely lost in part because he is this still like entirely sort of naive and unconscious sort of being, and it's what makes him a great baseball player in a way. Is this way in which he has tried to reduce his whole life to the simplicity of the game. Oui, alors effectivement, le personnage qu'on rencontre en premier, Henry, qui est un joueur de baseball vraiment très talentueux, au début du roman, effectivement, il est dans sa coquille.
Il a un don absolument inné. C'est la seule chose qu'il peut faire, jouer au baseball. C'est la seule chose dans laquelle il est à l'aise quand il est sur le terrain. Sinon, dans le reste de sa vie, quand il arrive à l'université, il est complètement naïf, il est complètement à côté de la plaque. Enfin, il ne se fait pas particulièrement d'amis en dehors du baseball. Il n'est pas conscient de lui-même et de ce qu'il fait. Et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'il est si bon. And I think there are many ways in which Henry is not really the central character of the novel, but insofar as he is, it is a kind of really basic sort of Bildungsroman in which Henry exists in this state of unconsciousness, and then he goes through this sort of trauma, and it's terrible for him, but also this trauma is the thing that eventually forces him to recognize and start to come to grips with the actual kind of terrifying complexity of the world. So by the end of the book, Henry is becoming an adult and thinking about the world in a much more interesting way than he was at the outset. Alors ce n'est pas forcément le personnage central du livre, mais c'est un personnage tout à fait intéressant parce qu'au cours du roman, on voit son évolution. Au départ, donc, comme je le disais, c'est un personnage tout à fait naïf, qui ne pense pas, enfin qui n'a pas de pensée propre. Et puis il vit un traumatisme qui est absolument affreux pour lui, mais c'est ce traumatisme qui lui permet de prendre conscience de lui-même, de prendre conscience de la vie, du monde. Et finalement, à la fin du livre, on comprend que Henry est devenu adulte. C'est un petit peu un livre aussi sur la transmission. Il y a ce personnage de Mike Schwartz qui va le prendre sous sa coupe et l'entraîner. Mais qu'est-ce qu'ils travaillent tous? Comment ils les font trimer, s'entraîner comme des bêtes? C'est vraiment comme ça dans le baseball? Yes, it is how it is. And I think, in a way, and when I'm writing all of that sort of, athletic training parts of the novel, I think in a way it was a sort of wish fulfillment on my part, because I wished that I was working that hard as a writer, and I wished that I had someone, calling me to wake me up at 5 in the morning, the way that Mike calls Henry to wake him up. And I think, so I was kind of, I wish that I had the sort of personal work ethic that those guys have, but I also think, there's a kind of broader way in which our society really encourages athletes to devote themselves in this really profound way. And as someone who wants to be a writer, you wish that existed in your world in a way. You feel like that this. Go ahead. Oui, c'est vrai. Hein, les athlètes s'entraînent vraiment aussi dur que ça. Et bon, j'ai choisi de parler de l'entraînement des athlètes, mais c'est un petit peu une projection de ce que j'aurais voulu pour moi-même. Hein. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un vienne me réveiller à 5h du mat pour me dire de me mettre au travail. J'aurais voulu avoir cette discipline. Mais pour parler de façon plus générale, quand on voit la société, en tout cas aux États-Unis, la société encourage les athlètes à se donner vraiment à fond. Et ce n'est pas le cas pour les auteurs. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait ces mêmes encouragements pour les auteurs. La question sur la transmission, parce que il y a donc Mike qui transmet son savoir et qui entraîne le jeune Henry. Il y a aussi ce président Affenlight dont tu parlais tout à l'heure, qui est le président de l'université, qui est un spécialiste de Melville, qui transmet Melville à tout le monde. Et à qui, tout à coup, c'est un jeune, on ne va pas dire pourquoi ni comment, parce qu'il faut que vous le découvriez, c'est un jeune qui va l'aider, lui, l'homme mûr, à se révéler aussi. Enfin voilà, il y a plein de transmissions comme ça, j'ai l'impression, d'une génération à l'autre, et dans les deux sens. Yeah, absolutely. So I think for Mike, Mike has this profound desire to be a kind of genius the way that Henry is, and sees this thing in Henry and wishes actually that was him, and so wants to nurture it when he finds it in someone else.
I think that something that happens for Mike over the course of the book is that he begins to discover that actually this is what his genius is, his ability to nurture and inspire and teach other people. For President Afenleit, who is, he's older, he's 60 years old, he's also, at this moment of finding something quite new in his life, and he embarks on a relationship with a student, a much younger person. What was always interesting to me about that relationship is exactly what you say, that actually it's the much younger person who is the kind of mentor and leader in that relationship. Oui, effectivement, la transmission, c'est un thème qui est important dans mon livre. Pour revenir sur le personnage de Mike, ce qu'il aurait voulu être, c'est un joueur talentueux de baseball. Et donc, quand il voit Henry, il aurait voulu être comme lui. Et quand il voit du talent chez quelqu'un, il veut vraiment aider cette personne à développer ce talent. Et puis, petit à petit, il se rend compte que lui-même a un talent aussi, c'est celui justement de transmettre son savoir aux autres, d'encourager les autres, de coacher ces autres joueurs. Et quant au président, le président Afenleit, il a 60 ans, il est sur le point de vivre une expérience tout à fait nouvelle pour lui, et donc une relation va naître entre lui et un étudiant, et ce qui est étonnant, comme vous le dites, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le jeune qui est le mentor du plus âgé. Oui, et puis en fait, il y a transmission, mais il y a aussi un rapport particulier, je pense, à la tradition. On est dans un campus très comme il faut, et à un moment donné, moi j'ai été étonnée qu'aujourd'hui, on puisse écrire encore quelque chose d'aussi protégé finalement. I hope so, or I meant it to be. I meant it to be true to life, but I was certainly. That's exactly what I was interested in about a campus, is this sense of protection, and I think it's this kind of it's this really sort of intermediate place between between being young and then and being in a different, often sort of protected environment at home, and then going out into the world. And I mean, college in the U.S., I think it is often this protected space, and it can be this very idyllic and self-enclosed kind of space, and it's quite a strange experience because you go to this place and you build a life there, and at the end of 4 years, you get kicked out. Ça doit être dur. Oui, alors en tout cas j'espère que c'était réaliste, en tout cas c'était mon intention. Moi, ce qui m'intéressait justement dans l'idée de décrire un campus, c'était justement cette idée que le campus c'est quand même un endroit très à part, qui est justement protégé et qui est un petit peu dans sa propre bulle, un peu séparé du reste du monde. C'est un moment un peu à part dans la vie d'une personne, entre l'enfance, où on est dans une autre petite bulle, son chez-soi, et le moment où on est projeté dans le monde réel, le monde adulte. Et l'expérience universitaire, en tout cas aux États-Unis, c'est vraiment ce que je décris, c'est-à-dire ce campus qui est un endroit souvent vu comme idyllique et isolé. Et c'est assez intéressant parce que donc souvent, on va à l'université, pendant 4 ans, on est protégé, et soudain, paf, on nous balance dans la vie réelle, et c'est complètement autre chose. C'est ainsi que vous voyez aussi cet endroit, Jennifer? Yeah, I think that people remain children for a long time in America, arguably through their 20s, speaking personally. No, I think that the reason that adolescence, and I guess maybe in America I would say that kind of goes through college, at least in this kind of protected way that we're discussing, is so interesting, is that people are physically adults or on their way to being physically adults and are perceived as adults in certain ways and yet are actually still children.
And they have ideas about their futures that are probably unrealistic. I mean, my 11-year-old, for example, speaking of baseball, is fully intending to have a career as a Major League Baseball player. He's got it planned out through his retirement, in fact, at which point he plans to manage a Major League Baseball team. And, you know, maybe all that will happen, but the likelihood is that there will be a renegotiation of that aspiration somewhere along the way, and that process of renegotiation and self-discovery is dramatically very rich, and I think that's why we're drawn to it. Oui, c'est vrai qu'on reste enfant assez longtemps, notamment aux États-Unis, je dirais même jusqu'à la fin, jusqu'à la trentaine. En tout cas, je parle pour moi. Mais là, aux États-Unis, l'environnement dont on parle en l'occurrence, c'est celui d'université. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des tas de jeunes qui sont physiquement des adultes, qui sont perçus par le monde extérieur comme des adultes, mais qui restent en fait des enfants. D'ailleurs, ils ont des idées finalement sur leur avenir qui sont assez peu réalistes. Et là, je pense justement à mon propre fils de 11 ans qui, lui, a fermement l'intention d'être une star du baseball. Il a tout planifié sa carrière jusqu'à la retraite. À la retraite, il sera manager. Attention, bon, probablement qu'à l'arrivée à l'âge adulte, il va falloir renégocier avec la réalité. Mais du point de vue dramatique, du point de vue de l'écrivain, cette renégociation vis-à-vis de la réalité entre l'aspiration et le rêve et la réalité, c'est fabuleux comme levier dramatique. Alors, juste un mot peut-être pour finir sur le titre, l'art du jeu. On a dû vous le demander déjà 14 000 fois. Bien sûr, il y a l'art, la manière de jouer au baseball, les tactiques et tout ça. Alors, attends, parce que à la base, moi, je l'ai lu, par exemple, il l'avait traduit par l'intelligence du jeu. Ah, oui, ben justement. C'était intéressant de voir d'un coup le passage de l'intelligence. Moi, je l'ai lu avec l'intelligence du jeu pendant tout le livre, puisque c'est le titre d'un roman qu'il est en train de lire et relire sans cesse d'un roman, d'un précis de joueur de baseball. Donc, d'un fameux joueur très célèbre. Bon, ben voilà, on a tout dit sur le titre alors. À moins qu'il veuille. Yeah, well, I mean, it's funny. The title was the last thing that I wrote in the book, and I think I guess I'm glad that it's translated as art, because I think that's one of the things that I liked about this title is because I think I was writing about this baseball player who really struggles with his craft and undergoes this crisis, and I didn't ever want to think of this as a metaphor exactly, but certainly when I was thinking about what Henry was going through over the course of the book, I was thinking about my own desire and struggle to become a writer, and the kind of, in some ways, similar but much less public process that I was going through. So, I mean, I do think of these athletes as artists in a way, because I think that they are producing something that that is aesthetically quite beautiful and graceful, but has no immediate practical purpose, like artists in other fields. Alors, c'est marrant qu'on me pose aussi souvent cette question parce que finalement le titre c'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé. J'ai attendu d'avoir fini mon livre avant de penser au titre. Alors je suis très content que dans la traduction il y ait le mot art. Pour moi, c'est très important. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est parce que je parle de Henri qui traverse une crise par rapport à ce que moi je considère être de l'art. Je n'ai pas choisi ce titre en pensant à une métaphore, mais c'est sûr que je parle d'une crise de confiance que traverse Henri. Et puis, en choisissant ce titre, je pensais également à mes propres difficultés en tant qu'écrivain. Mon propre processus d'écriture qui est beaucoup plus personnel. Mais pour moi, ces athlètes-là, ce sont des artistes parce que c'est un jeu qui, d'un point de vue esthétique, est tout à fait gracieux, mais qui n'a pas de but en soi, tout comme d'autres artistes, par exemple les écrivains.
Voilà, eh bien, on va en rester là, Julie. J'aurais pas l'explication de l'épigraphe proustienne de Jennifer Egan. Alors, on demande alors. Ah oui, moi je veux l'explication quand même de pourquoi vous êtes en France, vous citez Proust. The book is really, I mean, Proust is my direct inspiration in writing this book. I read a little Proust when I was in my early 20s, and I thought all the stuff about obsessive love was great. But whenever he got on the subject of time, I got very bored. And in a way, this gets back to our topic of adolescence, because I think, you know, I was probably 21 or 22, and I really quite firmly believed I would always be very young. So I couldn't understand why anyone would be interested in writing a book about time. When I returned to the novel in my late 30s, I felt very differently. And I actually came to feel like I found myself thinking about how, in a way, all novels are about time because they rely on the passage of time for the changes that they describe. And that therefore, a book that is explicitly about time as a subject was a great idea. And I thought, how could I write a contemporary book about time, but do it in a completely different way? For one thing, not in the real-time way that Proust does at such remarkable and fantastic length, but how could I do it differently? That was my project. C'est ça. En fait, Proust est vraiment mon inspiration directe. Quand je l'ai lu, évidemment, quand j'avais une vingtaine d'années, et je trouvais que c'était absolument génial, tout ce qu'il avait à dire sur l'amour et l'obsession de l'amour. En revanche, tout ce qu'il avait à dire sur le temps, barbare royalement. Mais j'avais 21, 22 ans, donc j'étais persuadée que je resterais jeune toujours. Alors pourquoi pouvait-on s'intéresser au temps, au passage du temps? Ça n'avait aucun intérêt. Évidemment, à la fin de la trentaine, j'avais une opinion bien différente. Et en un sens, je pense que c'est là nous en revenons à cette l'histoire de l'adolescence. Finalement, tous les romans parlent du temps. Et nous avons besoin, en tant que romanciers, du temps pour que les changements que nous décrivons dans nos livres puissent avoir lieu, puissent se matérialiser. Et donc, moi, j'ai voulu écrire aussi un livre sur le temps. L'idée de même d'écrire un livre explicitement, un roman explicitement sur le temps était en soi une idée absolument géniale. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'était un livre contemporain sur le temps qui serait très différent de ce qu'avait fait Proust, qui serait différent de l'approche de Proust, qui est une description en temps réel du temps qui se déroule et qui est absolument merveilleux. Donc moi, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent, mais aussi sur le temps. Voilà, moi je voudrais aussi féliciter Catherine parce que là c'est un tour de force qu'elle vient de réussir parce que ça allait très très vite et elle a réussi à faire la traduction d'une manière magistrale. Merci à toutes les deux d'ailleurs, à Marie et à Catherine. Donc je rappelle les titres des livres. Fin d'après-midi, Grecia Cáceres aux éditions Les Closes. Bon, si vous réussissez pas à vous le procurer parce qu'il y en a plus, vous le trouverez dans les bonnes librairies, je pense, après. Jennifer Egan, Qu'avons-nous fait de nos rêves, paru aux éditions Stock. J'ai bien dit le nom de traducteur, non? Sylvie Schnetter, qui a traduit donc ce livre. Est-ce que j'ai parlé de... Vous l'avez écrit directement. Jean-Marie Saint-Luc. Je l'avais déjà donné, le nom, effectivement. Et puis, L'art du jeu de Chad Arbach, qui a été traduit par Dominique Defer, qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Et on n'a pas tout dit parce que c'est pas possible. Il se passe des choses à chaque chapitre, à chaque instant. Et jusqu'au bout, il y a des choses qui nous surprennent. C'est vrai, Julie, hein? Absolument. Voilà, 3 livres, donc, que vous ne pouvez pas ne pas vous procurer. Tant pis pour le porte-monnaie. Voilà, merci à vous pour votre attention et merci vraiment à vous tous. Merci beaucoup. Et merci à toi, Julie.